BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim et sa moisson d'études venues du monde entier. Et puis notre bibliothécaire Alexandra Paget qui reviendra sur le 100e anniversaire de l'invasion de la Ruhr. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. C'est à la grande histoire des impôts que nous allons consacrer cette librairie de l'écho. Quand ont-ils été inventés? Pourquoi ils n'ont cessé de se multiplier, de s'adapter en permanence à l'ère de leur temps? Ont-ils toujours été détestés? Pourquoi ils sont indissociables de la construction de l'État? Et puis pourquoi et comment aussi essaie-t-on de leur échapper avec des pratiques plus ou moins légales et avec quelles sanctions à la clé? Réponse avec nos deux invités. Renaud Van Ruymbeck, bonjour. Bonjour. Renaud Van Ruymbeck, vous avez été pendant 20 ans juge d'instruction, vous avez traité certaines des plus grandes affaires financières de ces dernières années. On cite l'affaire Elf, les frégates de Taïwan, et vous publiez Offshore aux éditions Les Liens qui libèrent, Offshore dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux. Et puis Éric Anseau, bonjour. Bonjour. Vous enseignez l'histoire contemporaine à Sorbonne Université et vous publiez avec Jean-Luc Bordron Histoire mondiale des impôts, un titre ambitieux aux éditions Passé Composé. On démarre avec vous, Éric Anseau. Et qu'est-ce que j'apprends dans votre livre? Que le groupe ABBA aurait porté des tenues excentriques à paillettes pour des raisons fiscales. Et oui, l'impôt, le fisc sont décidément partout. En 1974, lorsque le groupe ABBA se présente en fait à l'Eurovision, on le sait depuis peu parce que l'un des deux chanteurs du groupe l'a dévoilé à un journal anglais il y a quelque temps, eh bien, ils ont revêtu ces fameuses tenues excentriques, car il se trouve qu'en Suède, lorsque vous portiez une tenue une seule fois, vous étiez exempté de paiement d'impôt sur ces tenues. D'où ces pattes d'Ève, ces paillettes, des tenues d'ABBA en 74. Bon, Éric Anseau, quand commence la grande histoire de l'impôt? Alors, on peut faire remonter l'impôt à 5000 ans. C'est-à-dire à la naissance des premiers États, les cités sumériennes par exemple en Mésopotamie, ou bien encore l'Égypte pharaonique, ou bien encore le Péloponnèse des Mycéniens. Eh bien là commence à naître l'impôt. Alors, est-ce qu'on peut, alors je sais que c'est ambitieux ce que je vous demande parce que c'est l'objet du livre, mais est-ce qu'on peut faire une espèce de fresque historique sur, est-ce qu'il y a des grandes séquences quand même, avec des moments de rupture qu'on peut comme ça décrire? Oui, disons que l'impôt à l'origine c'est un tribut qu'on prélève sur les peuples qu'on a vaincus. L'impôt est très lié à la guerre parce qu'il faut avoir des armées qui se tiennent, il faut construire des murailles pour protéger sa cité, donc c'est les premiers motifs, je dirais, de l'imposition. Alors en Occident, cette imposition va régresser à partir du moment où l'Empire romain va s'effondrer, au 5e siècle après Jésus-Christ. Par contre, il va perdurer en Orient, dans des pays comme la Chine, comme l'Empire perse. Et puis, il va renaître avec l'affirmation des États dits modernes et contemporains. On pense au royaume d'Angleterre, on pense au royaume de France, au 12e, 13e siècle, avec l'apparition d'impôts comme la gabelle, comme la taille. Et puis, bien évidemment, une montée en puissance phénoménale au 19e et au 20e siècle. Pour vous donner une idée de cette montée en puissance, les impôts représentent 10% du PIB dans un pays comme la France à la veille de la Grande Guerre, de la guerre de 14-18. Et aujourd'hui, alors il est vrai que la France n'est pas forcément un modèle, mais ça représente 43,5% du PIB. Donc ce que vous dites, c'est que, alors peut-être j'exagère, je caricature un peu trop, il y a eu une relative stabilité dans l'histoire des taux d'imposition, et c'est vraiment au 19e que la pression fiscale augmente considérablement. Oui, il y a eu des hauts et des bas, davantage je dirais qu'une stabilité. Ça a dépendu des règnes, ça a dépendu de beaucoup de choses. On y reviendra tout à l'heure, des révoltes populaires également peut-être. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à partir du 19e siècle, on a un État qui a de nouveaux besoins. Parce que l'État va prendre en charge, c'est un phénomène que j'évoque dans un autre livre, la laïcisation et la sécularisation, va prendre en charge l'école, qui jusque-là relevait de l'Église, et ça crée de nouveaux besoins, va prendre en charge la santé, puis vous avez toutes les infrastructures, avec le développement des routes, avec le développement des chemins de fer, tout ça coûte extrêmement cher, bien évidemment. Donc c'est l'impôt qui finance. Alors, je ne peux pas ne pas vous poser la question, quelle est
le rapport des grandes religions avec l'impôt. Que disent les grandes religions sur l'impôt? Alors, dans tous les livres sacrés, l'impôt est évoqué. Ça, c'est fascinant. Les livres sacrés, ils remontent, pour certains d'entre eux, à plusieurs millénaires. Prenons la Bible. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, eh bien, l'impôt est indiqué. La preuve, c'est que les Hébreux, les Juifs vont demander, en fait, à Jésus ce qu'ils doivent faire. Les Juifs, à l'époque, sont dominés par les Romains. À qui doivent-ils acquitter les impôts? Au temple ou bien aux occupants, c'est-à-dire aux Romains. Et vous savez tous, la formule est célèbre, Jésus a cette réponse, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Si on se tourne un peu plus tard vers le Coran évoque également beaucoup les phénomènes de contribution, et dans les 5 piliers de la foi, le troisième d'entre eux, c'est ce qu'on appelle la zakat, c'est-à-dire l'aumône légale, qui est une forme d'imposition. Eh oui, eh oui. Alors, les questions fiscales, est-ce que ce sont des questions techniques ou est-ce que ce sont des questions philosophiques? Quand vous prenez par exemple le débat impôt proportionnel, donc le même taux pour tout le monde, impôt progressif, c'est-à-dire on vous impose plus sur les derniers euros gagnés que sur les premiers. Le débat impôt direct ou indirect, le débat beaucoup de petits impôts ou quelques grands impôts. Est-ce que c'est des choix philosophiques ou est-ce que c'est des choix techniques? Ah ben c'est les deux. L'impôt, c'est partout, et chacun y trouve son compte, ou bien dans une dialectique et un affrontement politique, eh bien, va utiliser des arguments tantôt politiques, tantôt techniques, tantôt philosophiques. Vous évoquez le principe de l'impôt proportionnel ou de l'impôt progressif. C'est un débat extrêmement structurant du 19e et du 1er 20e siècle, dans un pays comme la France, et la question du choix entre impôts directs et indirects aussi. Les révolutionnaires vont supprimer les impôts indirects, parce qu'ils étaient honnis par le peuple sous l'Ancien Régime, et ils vont mettre en place 4 taxes, qu'on appelle d'ailleurs les contributions. Le terme est intéressant, on ne parle plus d'impôts, c'est l'idée que désormais les citoyens vont contribuer. Quelqu'un comme Adolphe Thiers, qui est un de nos grands hommes politiques du 19e siècle, disait « pas d'impôt direct comme l'impôt sur le revenu en France, c'est contraire à la civilisation. » Et nous sommes le peuple le plus civilisé, donc nous ne devons recourir qu'aux impôts indirects. Pourquoi? Parce que l'impôt direct nécessite une forme de déclaration de revenus et est donc très intrusive. Or, les Français, on le sait, aujourd'hui c'est le cas, mais c'était le cas jadis, refusent qu'on s'immisce un petit peu dans ces affaires particulières. Donc Thiers, il avait bien saisi ça et il disait non, non, surtout pas d'impôt sur le revenu. Est-ce qu'on a su, au fil des siècles, mieux appréhender les bases fiscales? On a su taxer, enfin je veux dire, vous le dites dans votre livre, en gros il y a clair qu'on ne taxe pas aujourd'hui. Exactement. Mais jadis aussi. Pas encore. Souhaitable. Jadis déjà, on accélère, puisque vous avez en Angleterre au XVIIe siècle un impôt sur les fenêtres. Et j'évoquais tout à l'heure nos 4 contributions révolutionnaires. Et bien, copié sur les Anglais, vous avez un impôt sur les portes et fenêtres. Donc oui, même l'air, même la lumière sont taxés. Non, mais ce qui est vrai, c'est, et je reviens à mon cher 19e siècle, je suis 19e à la base, avec les progrès de la statistique, avec les recensements de population, on connaît davantage la population qu'on va pouvoir taxer, l'assiette fiscale, véritablement à partir du 19e siècle. Vous avez des manuels de fiscalité qui apparaissent à cette époque-là et qui sont extrêmement perfectionnés. Comment a évolué le rapport du contribuable à l'impôt, ce qu'on appelle le consentement à l'impôt? Alors, des révoltes, il y en a toujours eu. Les Gilets jaunes récemment, mais je pourrais remonter à la plus haute antiquité, vous en avez eu. Et dès, je dirais, l'Antiquité et le Moyen-Âge, vous avez des souverains, des empereurs et des rois qui se disent qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, arriver à une forme de consentement. Charles le Chauve, le petit-fils de Charlemagne, prendrait un édit qu'on appelle l'édit de Pistre en 864, dans lequel le mot consentement est évoqué. Nos rois, au XIIIe et XIVe siècle, mettent en place les États généraux, Philippe le Bel pour la première fois en 1302, pour demander aux 3 ordres, lorsqu'un nouvel impôt est créé, une forme de consentement. Mais, ne nous l'aurons pas, c'est à partir de l'époque moderne, 17e, 18e siècle, qu'en Angleterre, aux États-Unis et avec la Révolution française, la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, imaginez que 2 de ces articles sur 17 évoquent l'impôt, qu'on en arrive véritablement au consentement, puisque désormais vous avez des représentants élus du peuple qui vont voter l'annualité de l'impôt. On est
en pleine mutation économique, Eric Anceau, mutation technologique. On est confronté à des défis comme la transition environnementale et énergétique, comme la révolution digitale. Comment l'impôt va s'adapter à tout ça? Comment on va faire, par exemple, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, pour taxer tout ce qui est immatériel? Quels nouveaux impôts il va falloir inventer au XXIe siècle? Et lesquels il va falloir abandonner? Je laisse au législateur le soin de nous inventer des choses. Il n'est jamais en panne d'imagination. Et moi, je soigne beaucoup ma popularité, vous savez, donc je ne vais pas lui suggérer à ce législateur des choses. Ouais. Ce que je dirais, c'est qu'on a les grands principes de l'évolution de la fiscalité de demain. 460 impôts aujourd'hui et taxes, et il est très très rare qu'on vienne en arrière. Il y a quand même, on peut le dire, la vignette, par exemple, la vignette qui a été créée en 56 et qui a disparu au début des années 2000. Mais c'est bien le contre-exemple. Non, les impôts ont tendance à s'empiler les uns les autres. Vous évoquiez les questions d'environnement ou les questions de santé. On voit que le législateur se fait moralisateur également. Donc, oui, parce que c'est le principal outil de la politique économique aujourd'hui, l'impôt. C'est le principal outil d'incitation au changement de comportement. Bien évidemment. Mais vous savez, l'impôt, c'est fondamental parce que ça, vous qui êtes spécialiste de l'économie, je ne vais pas vous l'apprendre, on utilise également l'impôt comme un outil également macroéconomique, de manière à inverser les cycles. Donc, l'impôt, c'est fondamental. Question de consentement, on a besoin d'argent. Et puis également, vous l'avez dit, pour essayer de résoudre les problèmes d'environnement. Alors, Renaud von Ruymbeck, vous vous intéressez, vous avez pourchassé même, on peut le dire, ceux qui contournent finalement le paiement de l'impôt, et notamment à travers les paradis fiscaux. Alors, d'abord, vous avez un début de livre qui est pareil, qui est très stimulant. Vous faites le rapport entre les Templiers et les GAFAM. Quel est ce rapport? Philippe le Bel. Qu'est-ce qu'il a fait, Philippe le Bel? Il avait les Templiers qui étaient presque plus riches que lui. Il a confisqué les avoirs des Templiers. Aujourd'hui, les États sont archi-endettés. Il y a des milliards qui sont fraudés dans les paradis fiscaux. Ouais. Donc, pourquoi les États ne feraient pas comme Philippe le Bel, prendre cet argent? À la différence près, c'est que, quand même, on a des États de droit aujourd'hui. Et à l'époque de Philippe le Bel, on a fait des procès en sorcellerie, etc. Je vous passe l'acquisition, etc. C'est absolument épouvantable. Aujourd'hui, on peut pourchasser, c'est votre terme, c'est pas le mien. On peut essayer d'identifier ceux qui fraudent l'impôt et appliquer des sanctions à ceux qui ont recours à ces paradis fiscaux où jusqu'aujourd'hui, ils sont dans l'impunité. Alors, expliquez-nous la part, leur rôle, que j'ai envie de qualifier de stratégique, dans le fonctionnement de l'économie mondiale aujourd'hui, aux paradis fiscaux. C'est-à-dire que ce sont des gens ou des grandes sociétés, des multinationales, qui gagnent beaucoup d'argent et qui ne payent pas d'impôts. Fondamentalement, c'est ça. Alors, pour ne pas payer d'impôts, ils jouent sur les frontières, c'est-à-dire qu'ils vont créer effectivement une société mère aux Bahamas, à l'île d'Oman, ils vont faire remonter les bénéfices dans des pays où on ne paye pas d'impôts. Aujourd'hui, l'Eldorado, aujourd'hui, c'est Dubaï. Je vais vous surprendre, c'est Dubaï. Ouais. Et d'ailleurs, on retrouve aujourd'hui les fameux oligarques russes dont on prétend saisir les avoirs, dont on saisit ce qui est visible, les yachts, les villas, mais l'essentiel de l'argent, il est ailleurs. Ils sont à Chypre, ils sont à Dubaï. Bon, et ils sont bien tranquilles là-bas. On fait toujours, Renaud von Ruymbeck, la différence entre ce qui relève de l'optimisation fiscale et ce qui relève de la fraude fiscale. C'est-à-dire ce qui relève de l'utilisation la plus agressive, on a envie de dire, des règles qui existent, et la véritable fraude. Mais quand on vous lit, on se dit quand même, le juge von Ruymbeck, pour lui, l'optimisation fiscale, c'est déjà un peu de la fraude. Ouais, ça, je peux rien vous cacher. Mais quelqu'un qui oublie de déclarer 1 000 € sur sa feuille d'impôt, c'est un oubli, certes, le plus souvent intentionnel, d'accord. On va lui dire c'est de la fraude fiscale. La multinationale, qui va avoir une armée de conseillers juridiques et fiscaux, qui va organiser des conventions intra-groupes artificielles pour payer des impôts ou ne pas en payer à l'île d'Oman, on va lui dire c'est de l'évasion fiscale, c'est légal. On connaissait que c'est pas très équitable. Et je considère personnellement, mais la jurisprudence commence à le faire aussi, et ça je le dis à tous ceux qui nous écoutent, qui pensent, qui se défendent en disant c'est de l'évasion fiscale, attention, la jurisprudence commence à considérer que c'est de la fraude fiscale. Donc ils seront rattrapés un jour. On considère de l'optimisation, c'est-à-dire profiter des règles... pas payer d'impôt, tout faire pour éluder l'impôt, se soustraire à l'impôt. Oui, mais sans qu'on soit dans l'illégalité. Et vous dites ça va changer.
Oui, c'est en train de changer parce que les juges maintenant, Bercy, etc., commencent à s'intéresser à ces conventions intra-groupes qui font remonter les bénéfices du pays où on travaille, par exemple la France, vers un pays fictif, les îles Caïmans, sous couvert de conventions internes au groupe qui font remonter ces bénéfices. Et là, on commence à démonter ça et à se dire, ça demande du travail. Attention, c'est compliqué, mais on commence à se dire, attention, tout ça c'est artificiel, ce sont des manœuvres. On n'est pas loin de l'escroquerie pour moi et de la fraude fiscale. Renaud Van Ruymbeke, on a l'impression quand même que... Enfin, moi j'avais l'impression que quand même il y avait des efforts qui avaient été faits ces dernières années dans la lutte contre ces paradis fiscaux et qu'il y avait eu certains progrès qui avaient été faits sous l'égide de l'OCDE notamment. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que oui, ça a progressé? Je pense pas. Non. Je pense pas. Gabriel Zucman a cité le chiffre de 8 000 milliards de fraudes qui sont fraudées ou évasions, etc., qui se baladent dans les paradis fiscaux. Ils sont supprimés, les paradis fiscaux? Il y avait des listes qui avaient été... Oui, les listes, attendez, regardez qui y a dans les listes. Quand on passe de la liste blanche à la liste grise, vous signez une ou deux conventions internationales. Après, vous asseyez dessus, vous sortez de la liste noire pour aller dans la liste grise. C'est du fiscal washing, quoi. Oui, il y a de la bonne volonté derrière, c'est pas ce que je veux dire. L'OCDE a quand même fait un travail important, etc. Mais on sait pas, on n'a jamais attaqué les vrais outils, c'est-à-dire les trusts, les sociétés offshore, les fiduciaires. Voilà, toute l'ingénierie, elle est toujours là. Est-ce que vous pouvez simplement, rapidement, les mécanismes qui sont... Vous avez 100 millions d'euros de patrimoine. Ouais. Vous allez un jour décider de les léguer à une entité qui s'appelle un trust. Ouais. Voilà. Vous continuerez à en bénéficier, mais juridiquement, dans le droit anglo-saxon, vous n'en serez plus propriétaire. Ouais. Donc, vous déclarez plus des impôts à titre personnel. Si des créanciers ou d'autres vous poursuivent, ou la justice vous poursuit, vous direz l'argent il est dans un trust, il est dans une entité à part, il n'est pas à moi. Si c'est pas un instrument de fraude, qu'est-ce que c'est? Alors on vient vous répondre, c'est pour des successions, on y met des œuvres d'art. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne subit pas la règle commune des successions. Est-ce que, alors d'abord pour vous, il y a combien de paradis fiscaux aujourd'hui? C'est quoi les plus grands paradis fiscaux? Et est-ce qu'ils ont tous... Comment on devient un paradis fiscal? C'est quoi l'histoire d'un paradis fiscal? Par opportunisme. Ouais. Au début, il y avait... Mais quel est le point commun entre... Parce que vous dites, moi j'étais frappé de voir, en fait il y a plusieurs logiques. Il y a ce que j'appellerais la logique des îles et la logique des capitales, j'ai envie de dire. Oui, c'est-à-dire qu'il y a Londres, il y a... la Suisse, le Luxembourg, Singapour. Voilà. Et à côté de ça, vous avez des îles de pacotille. Alors, tout ça, c'est complémentaire. Prenez les... c'est complémentaire? Oui. C'est-à-dire... Les paradis fiscaux ne sont pas forcément concurrents. Les gros le sont entre eux, et les îles de pacotille le sont entre elles. Mais vous êtes la Suisse, vous organisez une fraude fiscale, vous avez besoin de sociétés offshore. Donc vous allez acheter une société au Panama. Donc ces îles vont vous fournir des sociétés bidons, appelons les choses qui sont des sociétés écrans, que vont utiliser les grands fraudeurs qui, eux, sont traités par ces capitales, comme vous dites, de la fraude fiscale. Donc il y a une complémentarité. Ils achètent ces sociétés offshore. On achète une société des BVI, on achète une société panaméenne. 20 000 $, peut-être 20 000 €, vous avez une société panaméenne et vous allez ensuite dans les capitales, vous avez un gérant qui va vous ouvrir des comptes, non pas à votre nom, mais au nom de ces sociétés offshore dont vous êtes le bénéficiaire. Alors, on a parlé des structures, et puis ce qui est fascinant aussi, c'est tous les acteurs. Tout le monde, c'est un monde qui gravite autour de ces paradis fiscaux. Est-ce que vous pouvez nous brosser quelques portraits de gens qui sont des chevilles ouvrières cruciales dans ces mécanismes des paradis fiscaux? Les fiduciaires, vous les avez en Suisse, au Luxembourg, au Liechtenstein, maintenant elles se développent aussi. C'est quoi les fiduciaires? C'est des sociétés de conseil qui vont gérer vos fonds avec un secret bancaire. Voilà, en gros, avec un secret professionnel. Et qu'on pignon sur eux. Bien sûr, bien sûr, mais qui n'ont pas qu'une activité. Je vois pas le mal partout. Oui, je vois que vous me regardez, l'air de dire, il voit le mal partout. Non, mais parce que je cherche à comprendre comment ça fonctionne. Mais une fiduciaire va gérer 90% de capitaux qui payent leurs impôts normalement, et puis peut-être 5 ou 10%. Mais un jour, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'on a un bon client, puis on va lui dire. Attendez, quand vous avez un dictateur, vous avez un dictateur qui a 3 milliards de dollars, qui vient vous dire. Vous pouvez me les placer, vous pouvez me les gérer, etc. 3 milliards sur un seul client. Vous êtes banquier, vous allez quand même réfléchir à 2 fois avant de le mettre dehors. Bon, donc on va trouver des solutions qui vont préserver les apparences, c'est-à-dire qu'on aura rempli tous les papiers, etc.
Mais comme il y aura des prête-noms, des sociétés offshore, des montages très compliqués, on ne verra pas que c'est le dictateur. Donc il y a une ingénierie qui est fournie par ces gérants de fortune, par ces fiduciaires. Ce sont elles qui sont à la tête de ces organisations. Concrètement, les clients, entre guillemets, des paradis fiscaux, bon, il y a les petites fortunes un peu malhonnêtes. Oui, mais il n'y a pas que ça. J'allais dire, il y a ça. Il y a l'évasion fiscale, la fraude fiscale, ok. Mais vous avez aussi des escrocs. Ouais. Vous avez aussi des corrompus, vous avez des trafiquants de drogue. Oui, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Derrière, il y a toutes les mafias aussi. Mais moi c'est là-dessus que j'ai travaillé. Ouais. J'ai pas travaillé sur la fraude fiscale proprement dit, à part les escroqueries à la TVA, à la taxe carbone, qui là sont des escroqueries, mais c'est en instruisant ces affaires-là que je me suis aperçu qu'il y avait des outils qui en réalité étaient banalisés parce qu'ils étaient utilisés par beaucoup d'acteurs de notre vie économique. Et vous dites... Finalement, il n'y a pas grand-chose qu'à changer. Ça évolue tout doucement, mais c'est comme le climat. Vous avez vu, on n'a jamais émis autant de carbone que l'année dernière. Et pourtant, on est à la COP 27. Bon, là, c'est un peu pareil. Mais quand on vous lit, on se dit quand même... Est-ce que le combat des juges, il est pas perdu d'avance, quoi? Non, c'est jamais perdu. Est-ce que vous pensez que Don Quichotte, les combats de Don Quichotte étaient perdus d'avance? Moi, je suis convaincu que non. Donc, vous voyez, c'est ce qui nous sépare. Mais alors là, laissez-moi exprimer quand même une grande inquiétude, vu la santé mentale de Don Quichotte. Non, mais est-ce qu'on pourra arriver mais la question, c'est même, est-ce que il n'y a pas trop de gens qui ont intérêt à ce que finalement ça continue comme ça? Bien sûr. Mais c'est tout le problème. Mais est-ce que c'est tolérable? Est-ce qu'il est acceptable que ceux qui gagnent le plus ne payent pas d'impôts, alors que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a un impôt qui existe théoriquement pour tout le monde? C'est pas acceptable. Le citoyen qui a accepté ce sport national qui a existé pendant des années, je pense pas qu'aujourd'hui il accepte ça. L'impôt finance quand même les hôpitaux. Vous allez à l'hôpital, c'est gratuit. Oui, mais il faut de l'argent pour ça. Il y a une forme de schizophrénie, puisque vous voyez aussi que au sein de l'Europe, quand même, on a des vrais paradis fiscaux. Alors on peut essayer de se montrer vertueux, mais quand vous avez le Luxembourg à l'intérieur, très bien. Quant aux États-Unis, vous avez le Delaware, qui est aussi un paradis. Mais est-ce qu'il faut rien faire pour autant? Non, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même cette schizophrénie qui finalement fait que on se dit, est-ce que les grands dirigeants de ce monde, ils ont finalement envie que ça avance, quoi? Ils en auront envie le jour où le citoyen aura conscience de tout cela. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est une prise de conscience, parce que les gens savent que ça existe quelque part, mais c'est indolore, inodore. Le jour où on en discutera, on en parlera dans les élections. C'est jamais un thème dans les élections. Le jour où on en parlera sérieusement, on le mettra en première ligne comme l'environnement, comme tout ça. Ce jour-là, les politiques réagiront. Oui, mais parce que, en gros, à chaque campagne électorale, tous les 5 ans, on voit revenir ce fameux chiffre qu'on va lutter contre la fraude fiscale, qui va ramener 80 milliards d'euros à peu près. Et on s'arrête là, quoi. Oui. Mais en tant que praticien, parce que je ne suis qu'un praticien, je n'ai pas la prétention de dire il faut faire ci, faire ça, je n'en sais rien. J'ai constaté, et je constate, cette injustice fondamentale. C'est ça que je veux dénoncer. Mais est-ce que on n'est pas quand même à l'aube d'une nouvelle ère avec tous les outils technologiques qui quand même aujourd'hui ont déjà montré leur efficacité? Vous parliez tout à l'heure des carrousels de TVA en Europe. Je veux dire, les outils technologiques et informatiques ont permis quand même ont été quand même très efficaces pour démanteler tous ces réseaux. En tout cas, ils les utilisent pour faire circuler l'argent très vite d'une place à l'autre. Oui, mais les administrations publiques ont aussi utilisé ces outils pour identifier D'accord, mais à Dubaï, ils ont accès aux informations à Dubaï? Ils n'ont pas accès. Donc c'est facile. Au sein des États, on est hyper réglementé, même peut-être trop réglementé. Par contre, dès qu'on passe les frontières, on n'a plus de pouvoir. Il suffit de tomber sur un trou noir et c'est fini. On peut clore l'enquête. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Dès qu'il y a un maillon qui manque... Oui, parce que c'est une chaîne. Ouais. Et moi, si je suis une fiduciaire un petit peu avisée, ou avec un petit peu d'expérience, je vais vous faire un circuit où jamais personne ne pourra s'y retrouver.
Merci beaucoup à tous les deux pour cette plongée fascinante dans l'univers de nos impôts. Je rappelle vos 2 livres, Histoire mondiale des impôts par Éric Anseau et Jean-Luc Bordron, de l'Antiquité à nos jours. Évidemment, cette histoire, c'est aux éditions Passé Composé. Et puis, le dernier guide du juge Van Ruynbeck pour échapper aux impôts et utiliser les paradis fiscaux. Non, je rigole, mais on apprend énormément de choses sur le fonctionnement de ces paradis fiscaux. Ça s'appelle. Et puis alors, surtout, je tiens à le souligner, c'est vraiment lisible par tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas jargonnant, on arrive à s'y retrouver assez facilement. Voilà, c'est ça, c'est pas un que sais-je, et ça se lit presque comme un roman, j'ai envie de dire. C'est une expérience. Mais malheureusement, c'est la réalité. Oui. Voilà, Renaud Van Ruynbeck, Offshore dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.